dans une période de changement aussi, ont permis, en tout cas, de jeter les bases d'un nouveau pacte de politique culturelle. J'ai consacré mes efforts à rétablir la cohérence entre les projets du ministère et les moyens dont il pourra disposer aujourd'hui et demain. À préserver aussi les dispositifs d'aide à la création en France et en Europe, bien sûr. J'ai ouvert la concertation avec les acteurs du monde de la culture et de la communication pour défricher avec eux de nouvelles pistes. Tout ceci pour définir une nouvelle politique culturelle. Tout d'abord, qu'avons-nous engagé au cours de ces premiers mois? D'abord, vous le savez, j'ai effectué un certain nombre de choix budgétaires et je les assume dans un moment que nous savons difficile, mais nécessaire, de redressement des comptes de l'État. C'était inédit pour le ministère de la Culture et de la Communication. Mais ces choix ne découlent pas seulement de la nécessité. Ils découlent aussi de certaines convictions. Des choix donc positifs en faveur de l'éducation, de la formation, de la diffusion de l'art et de la culture sur tous les territoires. Mes priorités, elles sont clairement affirmées et je les respecterai. J'ai ensuite, et avec le gouvernement, affirmé la volonté de préserver les outils de la politique culturelle qui ont fait leurs preuves. Par exemple, en confortant les principes de notre système de soutien au cinéma, mais aussi en confortant notre attachement à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, et loi dont nous fêtons d'ailleurs cette année le 10e anniversaire. J'ai par ailleurs posé les règles d'un nouveau dialogue avec les collectivités locales, qui sont les partenaires essentiels et indispensables d'une politique culturelle cohérente. Pour moi, il n'y a pas concurrence ou rivalité entre l'action de l'État et celle des collectivités locales, mais bien complémentarité et confiance dans un domaine, la politique culturelle, où nous avons besoin de toutes les énergies. J'ai aussi posé les bases, et c'était ô combien nécessaire, d'un nouveau dialogue avec les partenaires sociaux du ministère et plus largement du secteur culturel et du secteur de la communication. Enfin, j'ai souhaité réorienter fermement le travail du ministère pour consolider et moderniser la chaîne du livre à l'ère du numérique, pour penser l'exception culturelle dans un acte 2 innovant, pleinement inscrit dans le XXIe siècle, pour défendre les positions françaises au niveau européen, où je m'emploie à constituer avec nos partenaires, et encore cette semaine en Allemagne, des groupes solides et inventifs, attachés à une Europe qui s'exprimerait, qui donnerait enfin de la voix au-delà de la seule notion de marché ou de concurrence. Le travail a été engagé aussi pour mettre un accent nouveau sur les filières de formation. La concertation sur les écoles d'architecture est à mi-parcours pour préparer le projet national d'éducation artistique et culturelle. Enfin, pour adapter nos outils de préservation et de valorisation du patrimoine, vous le savez, j'ai demandé aux professionnels de préparer un livre blanc sur l'archéologie préventive. J'ai donc voulu redonner à la politique culturelle sa vocation première, qui est celle d'être l'un des liens les plus partagés par nos concitoyens. Je veux redonner de l'oxygène à la culture. La culture, c'est en effet pour la France évidemment un atout formidable, un ferment de citoyenneté. C'est peut-être d'ailleurs sa plus grande force dans notre pays. Son lien avec notre histoire et puis un espoir pour l'avenir, puisqu'elle génère aussi bien sûr de la croissance économique et de l'emploi. Mais surtout la culture dans cette période de crise économique, mais crise aussi politique, crise de sens. La culture, c'est ce qui donne finalement l'espérance et la perspective à la jeunesse.
Alors, de quoi va-t-il s'agir dans ce nouveau pacte? D'abord, justement, de redéfinir les objectifs de la politique culturelle pour qu'elle soit un pacte de citoyenneté. La politique culturelle a été finalement, au fil des années, progressivement identifiée à la réalisation de grands équipements. Et on sait que certains ont eu tendance à réduire les politiques culturelles passées aux grands monuments laissés par les grands présidents. Aujourd'hui, ces grands équipements existent et donc il faut assurer, après leur édification, leur activité. Mais surtout, cette politique de grands équipements a fini par faire que le remplissage maximum devenait la seule grille de lecture de la réussite ou de l'échec d'une politique culturelle. Comme si finalement l'appréciation quantitative était la seule justification de leur existence. La logique d'offre a été poussée jusqu'à l'excès. D'abord, évidemment indispensable à un moment où la France manquait d'équipements et de structures. Cette politique est finalement devenue inadaptée et même, je dirais, obsolète, décalée. À l'heure où l'augmentation continue de la dépense publique a mis nos finances en danger, mais surtout a grevé les possibilités d'action des générations futures. Et donc je veux sortir de cette logique. Je veux un ministère sobre, mais efficace. Un ministère au service des gens, des politiques culturelles, où qu'elles se passent dans tous les territoires, et quels que soient ceux qui les mènent, par exemple, notamment les collectivités locales. Et donc je mènerai mon action au profit des gens où ils se trouvent. Et c'est évidemment pourquoi je suis très attachée à l'éducation artistique et culturelle. Parce que c'est évidemment une exigence démocratique qui n'est pas supportable que certains jeunes, en fonction des quartiers où ils vivent, puissent croire et qu'on puisse les laisser croire que la culture, ce n'est pas pour eux. Cet enjeu va donc tous nous mobiliser, au ministère de l'Éducation nationale, comme au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative, ou au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ou encore au ministère de l'Agriculture, qui s'occupe aussi des jeunes qui sont dans les filières agricoles. La concertation que Marie Desplechat a bien voulu animer se termine. Et nous allons donc préparer sur la base de ces travaux un cahier des charges qui va permettre à tous les acteurs locaux de s'inscrire dans ces projets. Nous nous présenterons avec Vincent Payon au mois de février, puisqu'une réunion entre les DRAC et les recteurs sera organisée au Centre national de la danse de Pantin. Pour mettre en lumière ce qui répond à nos objectifs et ce qui existe déjà, j'ai engagé aussi un tour de France de l'éducation artistique et culturelle, en une vingtaine d'étapes qui vont s'échelonner jusqu'à la fin du printemps. Je veux ainsi aller valoriser, mais aussi expliquer ce que nous voulons proposer aux enfants et aux jeunes et initier ce processus de généralisation qui est l'objectif rappelé par le président de la République. Ce gouvernement ne promet donc pas de construire une nouvelle pyramide du Louvre, mais une petite pyramide dans l'esprit de chaque enfant. Et c'est cette même ambition citoyenne qui me conduit aussi à réfléchir avec le service public de l'audiovisuel et avec France Télévisions à une révision de son contrat d'objectifs et de moyens. Les contraintes budgétaires existent évidemment. Elles ne doivent pas nous conduire à réduire notre exigence. Parce que la télévision est l'une des pratiques, si ce n'est la pratique culturelle la plus populaire. La vocation du service public est de contribuer à la création, d'informer, de favoriser le renforcement des liens sociaux sur tous les territoires, de participer aussi à l'éducation à l'image, de s'adresser aux plus jeunes. Il y a des objectifs sur lesquels nous ne devons pas transiger. Ce qui veut dire aussi, bien sûr, faire des choix, parce que nul ne peut raisonnablement prétendre tout faire.
objectifs, c'est essentiel pour définir les priorités d'une action, mais nous devons aussi nous interroger sur l'efficacité de nos moyens d'action. Et donc, le nouveau pacte que je propose, il est rendu nécessaire parce que les outils qui existent en matière de politique culturelle doivent aujourd'hui être réarmés. Et c'est un enjeu majeur. Moi, je crois profondément en l'efficacité et en la modernité de la régulation. C'est un choix de société fort. Un univers sans règles, c'est un univers qui est toujours, en tout temps et partout, celui des plus forts. Et celui qui se détourne et qui marginalise les plus fragiles. Alors aujourd'hui, ça suppose évidemment une adaptation de ces outils qui existaient au monde d'aujourd'hui. Alors dans ces trois grands blocs de compétences qui sont ceux du ministère de la Culture, le patrimoine, la création et les industries culturelles. Nous avons devant nous un travail très important de refondation à accomplir dans ces trois champs. Je ne vais pas vous en donner un détail trop long, mais vous indiquer simplement les grands chantiers que nous avons devant nous. D'abord sur le patrimoine, si vous le savez, c'est une matière essentielle. Pourquoi c'est une matière essentielle? Parce que c'est une matière là aussi populaire. Et elle nécessite une modernisation, une remise en cohérence des dispositifs législatifs. Nous avons fêté le cinquantenaire de la loi Malraux sur le patrimoine, une grande loi qui a permis de préserver nos bâtiments, notre urbanisme, nos centres urbains, mais aussi nos villages. Aujourd'hui, ces outils nécessitent une adaptation et donc je présenterai une grande loi sur le patrimoine en 2013. Dans le secteur de la création, ensuite, il s'agit pour moi de poser et de résoudre un certain nombre de questions qui ont été trop longtemps négligées. Quand je dis négligées, certaines ont été volontairement négligées, pour ne pas dire mises sous le tapis. Et donc il y aura une loi d'orientation sur la création, comme s'y était engagé le candidat François Hollande. Elle sera préparée sur la base de la concertation qui vient d'être engagée avec les acteurs du secteur culturel. Cette loi va permettre d'aborder les aspects économiques de la création, notamment les conditions de production, la question qui est très sensible et très cruciale du nombre de représentations, mais aussi l'équité territoriale et le parcours professionnel des artistes. La question des modalités de nomination va aussi être posée dans le cadre de cette loi d'orientation. Et en particulier, la question de la place qui est faite aux femmes à la tête de nos institutions comme sur nos plateaux. En la matière, il faut être volontariste et j'ai donc souhaité que dès la saison 2013-2014, nous marquions une inversion nette de la tendance avec le lancement de Saison Égalité. Je propose que les établissements culturels s'engagent sur des initiatives qui permettront de donner une place plus équitable aux femmes, dans la programmation comme dans la répartition des moyens de production. Le théâtre est le miroir du monde, mais il ne faut pas que l'institution culturelle soit le reflet des blocages de notre société. C'est aussi dans cet état d'esprit que sera abordé au cours de l'année le dossier de l'intermittence. Je fais de l'emploi et de l'emploi culturel une priorité. C'est aussi la priorité du gouvernement. Et donc je porterai cette ambition avec mon collègue Michel Sapin pour tenir cette parole dans l'organisation du dialogue avec les partenaires sociaux, pour protéger aussi ceux qui concourent à la fabrication de notre patrimoine. Là, c'est aussi du travail, et c'est donc aussi à cet endroit que j'entends agir avec responsabilité. Le troisième acte de refondation, qui est évidemment vital pour le soutien à la création des industries culturelles, c'est l'acte 2 de l'exception culturelle. Un acte qui n'a que trop tardé, qui est fortement attendu parce que la révolution numérique n'a pas commencé il y a 8 mois.
faut réécrire nos outils de régulation des industries culturelles. Et encore une fois, non pas pour opposer les uns les autres, mais pour préserver l'efficacité des politiques publiques, qui sont aussi des politiques industrielles. Le numérique modifie l'acte créatif, mais aussi les modes de diffusion des œuvres. Le processus de partage et de recommandation, de prescription, la protection des libertés publiques comme des libertés individuelles les plus précieuses. Il ouvre des voies nouvelles, mais ce nouvel univers ne conduit pas nécessairement à renoncer à des mécanismes vertueux et qui ont fait leurs preuves, qui ont été mis en place au fil des années, voire des décennies pour certains, et qui font aussi une partie de la spécificité française. Il faut donc aujourd'hui repenser ces outils. La rémunération des créateurs, le financement efficace de la création doivent toujours être assurés en même temps que la diffusion la plus large des œuvres. La dimension européenne de ce travail de refondation n'est pas la moindre, je l'ai déjà évoqué, et l'issue de ces discussions sera au cours de l'année 2013 et au-delà. Pierre Lescure travaille avec son équipe, en lien avec évidemment le ministère, pour me remettre ses conclusions et ses propositions à la fin du mois de mars. Ce travail, il intègre bien sûr tout ce qui a déjà été engagé comme concertation, comme groupe de travail, comme mission sur le livre ou sur la musique. Il s'articule aussi avec les assises pour la diversité du cinéma qui se sont tenues hier à la Comédie Française, au Théâtre Éphémère, sous l'égide du CNC. Il intègre aussi évidemment les discussions qui sont engagées avec le ministère, avec tous les membres de la commission de la copie privée, et les décisions seront prises sur cette base. Enfin, le dernier grand objectif que je veux évoquer aujourd'hui devant vous, c'est celui des aides à la presse. Cela me permet de saluer la mémoire d'Olivier Chevrillon, qui est décédé ce matin, qui était donc parmi les fondateurs du Point et l'ex-président de l'Express. Je veux aussi saluer la mémoire de Gilles Leblanc, qui s'occupait de ce dossier à mon cabinet. La concertation sur la refonte de ces aides s'ouvrira demain. J'en ai confié la conduite à un groupe de travail qui est animé par Roch-Olivier Mestre. Alors, au-delà de la démarche de médiation qui a été engagée à l'initiative du gouvernement avec Google, entre les éditeurs de presse et Google, qui vise à permettre la reconnaissance enfin de la valeur économique des contenus de presse, au-delà de l'urgence qui nous a conduit en 2012 à définir avec Presstalis et avec tous les partenaires concernés un chemin pour permettre de préserver notre système de diffusion des journaux, au-delà des enjeux que porte l'AFP et qui sont essentiels à la filière de la presse, il est évidemment aujourd'hui indispensable de s'atteler à ce travail de fond et de définir pour demain l'outil de soutien qui assurera la préservation d'un secteur qui est essentiel à la démocratie. Il faut rappeler que chaque année, des journalistes meurent pour exercer leur métier, apporter au monde l'information libre et juste, qui est l'un des piliers, une des pierres angulaires de la démocratie. L'année 2012 a été marquée par la disparition de 121 d'entre eux. Alors, réfléchir aux aides à la presse, c'est évidemment se placer dans cette perspective, qui est non seulement une perspective économique, mais aussi une perspective démocratique. Si je m'attelle avec ténacité à la refondation des outils de la politique culturelle, c'est parce qu'ils servent une cause à laquelle je crois profondément, cette cause qui justifie le nouveau pacte que je veux dessiner, un nouveau pacte qui est rendu nécessaire pour faire renaître la place de l'art, de la culture dans la société française. Cela vaut sur le plan économique, bien sûr.
la crise que nous traversons est d'abord une crise économique. Et les industries culturelles concourent fortement à l'emploi dans notre pays. Je répète souvent qu'il n'y aura pas de redressement productif sans redressement créatif. C'est évidemment encore plus vrai en France que partout ailleurs. C'est une réalité qui est trop souvent négligée. Moi, je veux une prise de conscience des atouts dont nous disposons, et des atouts dont dispose la France face à ce que l'on appelle la compétition mondiale ou la mondialisation. Le secteur culturel et le secteur des industries culturelles, et j'y inclus le secteur de la communication, bien sûr, ce sont des secteurs où la France est non seulement pionnière, mais excellente. Où la France est enviée, où la France est remarquablement exportatrice. Valorisons ces atouts. Cela passe par des décisions stratégiques claires, et je pense par exemple à ce que nous avons fait avec Arnaud Montebourg pour défendre l'attractivité et la compétitivité de notre territoire dans le secteur de la production cinématographique, dans le secteur des tournages de films, ou pour soutenir les éditeurs phonographiques les plus fragiles. Nous avons modernisé les crédits d'impôt qui soutiennent le développement de ces sociétés. Et nous avons donc fait le choix de la prise en compte de la réalité économique du cinéma dans un monde extrêmement concurrentiel. C'est aussi à travers cette articulation entre l'économie et la culture qu'il faut comprendre la place toute particulière que j'accorde au métier de la culture et de la communication, et donc à la formation. Il faut penser notre action en termes de filières, des filières d'innovation, des filières de création, des filières de développement. Les écoles d'enseignement supérieur qui dépendent du ministère, les écoles d'art, les écoles d'architecture, de photographie, de cinéma, déploient une pédagogie qui est construite sur le concept de projet. C'est une pédagogie très innovante, c'est une pédagogie d'avenir. Elle est à la fois enthousiasmante pour les élèves et aussi efficace. Moi, je valorise ces écoles parce qu'il y a dans tous les métiers du patrimoine, comme dans le design numérique, dans l'architecture comme dans les métiers d'art, des savoir-faire, de l'emploi, de la valeur ajoutée. C'est ensuite, dans une perspective territoriale, qu'il faut redonner à la culture toute sa place. J'ai évoqué le nouveau pacte que je veux signer avec les collectivités locales. Il sera évidemment dans l'exacte logique de l'acte 3 de la décentralisation qui sera bientôt débattu au Parlement. Enfin, et puis c'est le sens que je veux donner à toutes les décisions que je prends, ce nouveau pacte il sera proposé à tous les citoyens. Le ministère de la Culture ne doit pas être un huis clos, un entre-soi, chaleureux mais isolé. Je veillerai à rappeler à tout instant que ce que nous faisons ici, dans ce ministère, marque la vie quotidienne des gens. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose dont on peut se passer en période de crise, ce n'est pas du superflu. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, disait Aragon, c'est à ce toi que je m'adresse. Parce que l'art a ce pouvoir de dire autre chose que ce qui est, d'apporter un autre regard, de révéler précisément cette beauté dans un acte personnel, intime, mais aussi dans un apprentissage de l'émancipation auquel les acteurs publics ont le devoir de contribuer. L'art et la culture, et encore une fois, j'y inclus les industries culturelles, apportent beaucoup à la vie en société. Et je souhaite donc contribuer à une prise de conscience de ce bien commun. C'est une démarche de chaque instant, mais c'est aussi une démarche que je veux incarner dans des actions exemplaires et symboliques. C'est pour cette raison que j'ai souhaité inviter nos concitoyens les plus démunis à venir au musée, dans cette opération Musée populaire, Musée solidaire, que je renouvellerai tout au long de l'année et qui aboutira à des conventions avec certaines associations de solidarité. C'est aussi pour cette raison que je veux travailler avec tous les opérateurs de l'État,
à la diffusion la plus efficace de notre patrimoine et de nos productions, faire circuler les collections et les œuvres partout, inventer aussi peut-être dans cette perspective un moment simple où partout en France, dans un lieu public, et qui ne serait pas forcément le musée, ça pourrait être une mairie, une préfecture par exemple, tous nos concitoyens pourraient venir découvrir une œuvre des collections publiques. C'est pourquoi aussi je veux utiliser l'espace public numérique pour contribuer à faire découvrir notre patrimoine, le patrimoine des citoyens, pour qu'ils puissent partager aussi leur création. Si la politique culturelle doit se réinventer aujourd'hui, c'est aussi pour jouer ce rôle de révélateur, qu'elle a peut-être trop oublié, révéler ce qui est sous nos yeux, notre patrimoine, nos paysages, nos œuvres, mais que nous ne regardons plus. Et révéler, c'est aussi une autre manière d'inventer. Le monde de la création fait une part importante de l'attractivité de la France, de son image, de la fierté aussi de ses habitants, sans jamais que cette fierté ne soit synonyme de nationalisme exacerbé. La politique culturelle a toujours eu en France cette dimension universaliste, cette dimension d'accueil aussi des artistes, des créateurs et des œuvres du monde entier. Et en particulier des pays où les conditions de la liberté de la création ne sont pas assurées. La culture, c'est aussi évidemment une des forces économiques de notre pays. C'est une passion pour nos concitoyens, un instrument de redressement, une résistance aux fatalités et aux crises, mais aussi, et nous devons l'assumer, le revendiquer avec fierté, c'est la matière d'un progrès humain, la capacité d'apporter du mieux et aussi du bonheur dans notre vie quotidienne. Ce programme est donc chargé. En 2013, je vais présenter 3 projets de loi. La loi sur les modalités de nomination des présidents audiovisuels publics et la réforme du CSA, la loi d'orientation sur la création et la loi sur le patrimoine. Nous aurons aussi à conclure un avenant très important au contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions. Nous conduirons et nous accompagnerons des négociations et des concertations essentielles, les intermittents, les aides à la presse. Nous écrirons l'acte 2 de l'exception culturelle. Nous mettrons en place le progrès national d'éducation artistique et culturelle. Je vais mobiliser bien sûr tous les opérateurs culturels sur ces projets qui sont structurants et porteurs d'espoir, et je veux remercier d'ores et déjà tous les responsables des établissements publics, du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que de l'administration centrale et déconcentrée du ministère pour leur participation à ces projets. Alors le programme est chargé, je vous l'ai dit, mais l'ambition elle est grande. Je suis consciente d'une forme d'affaissement de ce qu'on pourrait appeler un surmoi culturel. Mais ce constat ne me conduit pas à renoncer. Au contraire, l'artiste, il a toute sa place dans notre société, bien sûr. L'art et la culture occupent une place importante, notamment dans l'espace public. Et la culture, c'est aussi un vecteur d'émancipation, le terrain d'une lutte très efficace, plus efficace qu'ailleurs contre les inégalités. Et donc c'est une double motivation qui est largement suffisante pour construire un projet politique. L'art est la preuve que la vie ne suffit pas, disait Pavès. Ce matin, j'ai reçu l'écrivain chinois Yao Yiwu. Il témoignait de la force de résistance que lui avait donnée pendant toutes ces années d'emprisonnement la littérature et le rêve de pouvoir refaire un jour de la musique. Aujourd'hui, il vit en Europe, mais pas en France, à Berlin. Mais après tout, peu importe, nous avons célébré le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, et je suis donc heureuse que Berlin, comme Paris, soit les lieux d'accueil pour tous ces artistes persécutés dans leur pays. Yao Yiwu, il est le symbole de la force, de l'énergie indispensable de l'art et de la création. Peut-être même plus que l'oxygène que nous respirons. Je vous souhaite donc, et je nous souhaite,
une grande année culturelle, une grande année artistique, une grande année citoyenne. Merci.